Par rapport à la question évidemment de l'honnêteté de l'information, j'aimerais vous entendre au sujet d'une micro-affaire, puisque des affaires il y en a tous les jours, celle des déjeuners de l'Élysée durant la réforme des retraites. Certains de vos éditorialistes, je crois, au moins un, a participé à ce déjeuner, si bien qu'il détenait une information. On lui avait donné les éléments de langage du président, il les tenait de la bouche même du président, et il n'a pas cru nécessaire de préciser que ces informations émanaient du président, que la condition pour les obtenir était précisément de ne pas dire que c'était du président. Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas là une entorse à l'honnêteté de l'information? Monsieur le rapporteur, j'étais chef du service politique. Je n'avais pas été invité à ce déjeuner à l'Élysée. Effectivement, un journaliste du service avait été invité à ce déjeuner à l'Élysée. Et donc, ce qu'il a fait, c'est un peu la cuisine interne, mais dans ce genre de cas-là, nous avons une boucle d'email interne au service. Il a fait un compte rendu. Et je suis allé à l'antenne ce soir-là, porter, avant même que lui-même ne le fasse, quelques heures plus tard, porter ce qui avait été dit dans ce déjeuner. Et contrairement à d'autres antennes, puisque j'avais entendu sur d'autres antennes tel ou tel éditorialiste qui participait à ce déjeuner se plaindre effectivement de l'acide de ceci ou cela, nous avons donné les informations à l'antenne. Et je peux vous dire que ce soir-là, je n'ai pas masqué le fait que ça venait de l'Élysée et que ça venait pas de je ne sais pas d'où, du Saint-Esprit. Donc, mais comme c'était d'autant plus simple que je n'étais pas invité à ce déjeuner. Et donc, on l'avait rapporté à l'antenne. Pardon. Un témoignage, je m'autorise un témoignage personnel, puisque le même éditorialiste, Benjamin Duhamel, pour ne pas le nommer, lors d'un de mes passages sur votre antenne, nous a évoqué, hors antenne, alors qu'il s'agissait de la relaxe de M. Dupond-Moretti par la CJR, qu'en réalité, tout Paris savait depuis 2 jours. Est-ce que quand on est journaliste et qu'on fait partie du tout Paris et qu'on sait depuis 2 jours, on n'a pas une forme de responsabilité ou de devoir d'honnêteté de faire savoir qu'on sait? Le nombre de rumeurs que de tout Paris croit savoir tous les jours, si l'antenne de BFM TV s'en faisait l'écho, nous serons rappelés alors par l'ARCOM en permanence pour fausses informations. Concernant l'information de la relaxe d'Éric Dupond-Moretti, qu'on a cherché à savoir, parce que ça faisait partie, personne ne n'a pu nous confirmer, et notamment aucun parti politique présent à la CJR, dont le vôtre. Donc nous n'allons pas donner à l'antenne une rumeur infondée, pas vérifiée et pas conforme à notre process de vérification de l'information. Si nous l'avions su, nous aurions été ravis de la donner à l'antenne. Ça aurait fait partie d'une information exclusive, mais nous n'avions pas cette information-là. Peut-être deux petits éléments pour éviter ce qui pourrait être considéré comme des mises en cause. La première sur les déjeuners presse, et encore une fois, je parle sous le contrôle de 2 journalistes, ce que je ne suis pas, de 2 journalistes à la grande expérience que sont Marc-Olivier et Philippe. Me semble-t-il, l'ensemble des leaders politiques, de l'ensemble des partis, y compris le vôtre, monsieur le rapporteur, font régulièrement des déjeuners presse et font régulièrement des confidences en off selon la formule consacrée. Donc il y a le même traitement pour l'ensemble des déjeuners et des discussions off qui sont faites. Ensuite, sur la mise en cause d'un des journalistes de BFM TV que vous venez de faire, et je tiens à le dire, et je tiens à le dire particulièrement devant Marc-Olivier et Philippe. On a la chance, dans cette plus grande rédaction de France, avec 800 journalistes, 800 plus grandes rédactions privées de France, 800 journalistes, dont près de 400 qui contribuent à BFM, d'avoir des journalistes de très grande qualité, de très grands talents, qui font le travail avec un sens aigu de l'éthique, de la responsabilité, de la dignité, de l'honnêteté, de l'indépendance, ce sont les 3 termes que vous avez utilisés, monsieur le rapporteur, tout à l'heure. Et vous citiez Benjamin Duhamel. Il fait l'honneur de BFM TV, comme l'ensemble des incarnations, des personnalités, des journalistes qui font l'antenne de BFM sous l'autorité de Marc-Olivier et de Philippe. Vous avez eu la gentillesse de préciser que j'avais communiqué sur cette audition en évoquant le risque d'une course au buzz en réalité des chaînes d'information. C'est une
prénotion, un préjugé peut-être qui est partagé assez largement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement la recherche du buzz pour améliorer les audiences est une tendance ou un risque d'à peu près toutes les chaînes d'information en continu, et j'imagine que vous considérez cela comme un écueil, et dans ces cas-là, que faites-vous pour éviter de sombrer avec cet écueil? Philippe vous a raconté comment tous les matins, très tôt, on réalise le sommaire de ce qui est la journée et comment il est bouleversé par les imprévus de la journée. C'est méconnaître la réalité d'une rédaction et des 250 journalistes qui la composent que d'imaginer que nos choix sont liés au buzz. On peut les contester, nos choix, on peut les aimer. 14 millions de téléspectateurs hier semblaient plutôt les apprécier. En tout cas, regardez la chaîne, mais il y a en aucune manière une recherche de buzz. Il y a l'information au plus grand nombre de ce qui se passe dans l'intérêt du public. Quand le matin, en conférence de rédaction, une vingtaine de journalistes, venant d'ailleurs précédemment de rédactions précédentes que j'ai pu rencontrer ailleurs, c'est un échange de points de vue, tout le monde n'est pas d'accord, et puis on se décide de ce qu'on fait ou pas dans la journée. Donc la recherche du buzz n'est en aucune manière la ligne éditoriale de BFM TV. On a des confrontations d'idées tous les jours, on n'est pas toujours d'accord, et puis arrive à l'antenne ce qu'on pense être l'intérêt général du public sur l'information qui est délivrée. Comment définissez-vous précisément justement cette ligne éditoriale de BFM? Une information généraliste qui concerne le plus grand nombre, mais qui n'est pas une information spécialisée. Ça ressemble plus à la convention de l'ARCOM stricto sensu qu'une ligne éditoriale, mais peut-être que je me trompe. C'est donc conforme à la convention de l'ARCOM, mais c'est la ligne éditoriale de BFM TV, intéresser le plus grand nombre sur l'actualité quotidienne, sous toute l'actualité, et pas spécialisée. Si bien que le raisonnement, c'est que c'est l'audience qui est le juge. L'intérêt du public, pas l'audience, et l'intérêt journalistique. Après, s'il rencontre une audience, tant mieux, mais comme le disait Philippe, quand par exemple, dans des mois, la ligne éditoriale de BFM n'est qu'internationale à travers l'Ukraine, c'est pas forcément l'audience qu'on rencontre la plus forte à ce moment-là. Il nous semble que c'est l'intérêt du public de partager ce qui se passe en Ukraine en envoyant une vingtaine de journalistes sur le terrain. J'envisageais plutôt des séquences que vous n'auriez pas pu corriger et qui, a posteriori, vous ont posé problème. Est-ce que ce genre de séquence existe, ou alors vous considérez que la gestion au quotidien vous permet précisément de corriger? La gestion quotidienne nous permet de corriger, et pour répondre à votre question précisément, il n'y a pas des séquences qui sont passées à l'antenne où on s'est dit ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Après, il y a des imprécisions, ça arrive, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur scène, Philippe le dit, c'est une chaîne humaine, c'est un échange permanent, et donc on a cette chance de pouvoir corriger régulièrement. Si on prend un exemple de quelque chose qui nous a pas plu récemment, dans un échange, un week-end. D'ailleurs, le CSA nous a demandé des précisions l'ARCOM nous a demandé des précisions à ce sujet, après la polémique de Dominique de Villepin qui avait été reçu sur LCI et qui parlait de domination. Une polémique a suivi. La question de son antisémitisme supposé était dans tous les médias. La façon dont ça a été résumé par le journaliste en fin de semaine lors d'une interview, il disait domination juive, mot qui n'a jamais été prononcé par Dominique de Villepin. Ça a été corrigé sur l'antenne, ça a été corrigé sur le site, et c'est ça en permanence. Donc si, précisément pour répondre à votre question, ce moment-là, à l'antenne, n'était pas un moment qui nous a satisfait, et notre responsabilité collective et permanente est de pouvoir aménager, corriger ce qui s'y passe. Mais globalement, évidemment, l'antenne de BFM TV, c'est 250 journalistes qui sont en responsabilité, et donc évidemment, globalement, ce qui est produit tous les jours, on estime que c'est de qualité et nécessite, et on assume évidemment le contenu de l'antenne. Outre cette citation faussée de Dominique de Villepin, la question de l'honnêteté a pu être posée très récemment avec le cas de M. Mbarki, qui évidemment pose des problèmes encore plus larges simplement que la question de la qualité de l'information, mais ce sujet-là, il est traité en interne désormais par une enquête, j'imagine. Est-ce que vous avez mis en place des procédures qui vous permettent de garantir l'intégrité de votre information?
J'ai eu l'occasion de répondre dans une autre commission d'enquête parlementaire sur l'ingérence étrangère. Évidemment, donc, quand on veut contourner il y a eu un audit qui a été fait en interne, très poussé, qui a pu d'ailleurs montrer comment Rachid Embarki avait contourné le processus qui permet à l'antenne d'être une antenne honnête et de qualité. Quand on veut contourner un système, on y arrive toujours. On a estimé, après un audit poussé du groupe, que notre process était robuste, était suffisamment solide. Après, comme dans tout système, quand on veut pouvoir le contourner, on le contourne. Tous les journalistes on a rappelé à tous les journalistes quel était le process à respecter, mais le process après audit a confirmé qu'il était suffisamment solide et qui, normalement, quand on ne veut pas le contourner, ne permet pas d'aller à l'antenne avec une information faussée. Pour ce qui est de la rigueur, effectivement, nous ne partagerons pas forcément toujours la même appréciation. Quand M. Zemmour évoque le fait que les agriculteurs sont victimes de hordes de barbares, je n'ai pas la sensation que la régulation ou la rigueur en face permettent de rectifier le fait que d'une part il n'y a pas de horde, qu'il n'y a pas de barbares et que les agriculteurs n'en sont pas victimes. Donc vous voyez, quant à savoir si Altice France peut se permettre de nous suggérer des pistes afin de défendre la souveraineté de notre pays, c'est possible, mais peut-être que ce serait plus cohérent si Altice France n'était pas une société de droit luxembourgeois, il me semble. Mais ce sont des observations, pour ainsi dire, en l'air. Petite précision, monsieur le rapporteur, Altice France est une société française qui a deux pôles, un pôle télécom avec SFR, société française, et Altice Média, société française. Donc en fait moi j'ai une question par rapport à un communiqué de presse assez sévère qui est paru le 20 décembre 2023, un communiqué de la CGT et de la SNJ Altice Multimédia. Donc la question s'adressera à la fois à monsieur Dreyfus et à monsieur Fogiel, en invitant Thaïs Descuffon à venir en plateau débattre en direct sur les violences sexistes et sexuelles hier soir. Notre chaîne a sciemment laissé la place à une militante d'extrême droite qui a multiplié les contre-vérités et les incitations à la haine raciale. Le communiqué, la conclusion était assez sévère. Ça se terminait par « Vive la liberté d'expression, non au racisme en direct à la télé et à une heure de grande écoute ». Donc moi j'ai une question à vous poser, parce que vous avez évoqué les échanges que vous avez au sein de vos rédactions sur tous ces sujets-là. À la suite d'un tel communiqué, comment s'instaure en interne le dialogue entre les syndicats, la SNJ, et quelle suite vous avez donné d'ailleurs à ce communiqué. Et du coup, deuxième question, comment est-ce que vous arrivez à poser les limites entre la liberté d'expression et d'informer et la non-contribution, si je puis dire, à l'incitation à la haine raciale, qui est une obligation que vous devez tenir. Et puis, dernière question, vous avez parlé du comité d'éthique. Est-ce que, au sein de ce comité d'éthique, il pourrait y avoir des personnalités, justement, enfin, un comité d'éthique plus ouvert, au-delà des personnalités liées à la profession de journaliste, qui pourraient vous aider à débattre de ces sujets, à vous éclairer? Est-ce que c'est composé d'acteurs de la société civile, par exemple, qui agissent dans l'antiracisme ou pour le féminisme, sur ces sujets-là? L'une des spécificités du groupe, Madame la députée, c'est d'avoir comme public, comme téléspectateur, 100% des Français. Je coutume de dire que vous pouvez passer 2 ans sans regarder la première chaîne de France si vous n'aimez pas Koh-Lanta. Les Français ne peuvent pas passer 6 semaines sans regarder BFM TV. Donc 100% des Français regardent BFM TV. Donc nous avons pour mission dans notre mission de chaîne généraliste d'information, de nous adresser à tous les Français, à toutes les opinions, à toutes les expériences, à toutes les expertises. Et nous n'avons aucun préjugé en la matière. Les seules opinions interdites sur nos antennes sont les opinions qui sont interdites par la loi. On n'est pas le juge des élégances. On a cette mission populaire, fédératrice, de représenter la diversité des opinions du pays. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit que l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, pour comprendre cette diversité des opinions
et la sérénité des débats de votre commission et le témoignage que, quelles que soient les opinions, on peut échanger, débattre. Ce qui est certain, c'est que c'est fait toujours avec la plus grande rigueur, quels que soient les invités. Avec la rigueur des journalistes en plateau, avec la rigueur des éditorialistes en plateau, avec toujours le respect des règles du pluralisme et sous un contrôle exigeant, continu de l'ARCOM et sous un regard exigeant, continu des comités d'éthique. Donc nous continuerons à inviter toutes les opinions, nous l'assumerons, nous l'assumons, parce que c'est ça qui fait la force de BFM TV. Il y a des journalistes qui sont là, face à des invités, qui les recadrent, qui leur opposent des faits, qui les empêchent de déborder. Et donc, en l'occurrence, sur cette séquence qui a été pointée du doigt, elle était dans le respect de la loi. Rien n'a été hors la loi. Merci. Pour revenir sur la question du statut des personnes qui interviennent à l'antenne, on va gagner du temps puisque tout simplement on va vous demander de nous communiquer par écrit l'ensemble des statuts des personnes qui interviennent régulièrement et également leur rémunération. Ensuite, j'aimerais évoquer la question du statut, pour le coup, non pas contractuel ou non contractuel, des personnes qui interviennent, mais tout simplement, le critère qui valide leur invitation. Ma collègue a évoqué le nom d'une influenceuse politique. Vous avez, je crois, inauguré cette catégorie. À la rigueur, pourquoi pas. Elle a le mérite de situer différemment, donc je ne suis pas forcément contre. Quels sont les critères pour inviter telle ou telle personne et quelle est la part du témoignage que vous réservez, quelle est la part à l'expertise? Est-ce qu'un expert à vos yeux? Qu'est-ce qu'un journaliste? Monsieur le rapporteur, vous posez de bonnes questions. C'est des questions qu'on se pose tous les jours. Il y a et tous les jours des débats entre nous, je peux dire, sur qui inviter, qui est le meilleur expert. Il y a des émissions où il y a davantage, on invite par exemple davantage des experts universitaires, des émissions qui sont plus des émissions de débat politique. Et donc effectivement, on a ces discussions tous les jours. Pour reprendre l'exemple que vous citez, et c'était dans un cadre d'un débat avec une représentante d'une association féministe. Donc elle n'était pas invitée avec une sorte de... Elle n'est pas en majesté, c'était dans un cadre d'un débat avec une représentante d'une association féministe. Et je partage votre point de vue sur le bandeau, enfin sur ce qu'on appelle le bandeau. C'était une erreur de la présenter comme cela et de ne pas indiquer plus clairement qui elle était, à quelle organisation elle appartenait. Et pour rebondir à la remarque qu'avait faite M. Gage tout à l'heure, effectivement, il faut, et peut-être parfois, et on ne le fait pas suffisamment assez, et c'était un cas précis, où là, on aurait dû être plus clair dans la manière dont on l'a précisé à l'écrit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour des raisons techniques sans rentrer dans le détail, on l'a présenté avec deux bandeaux différents, et dans un bandeau, il y avait influenceuse politique, virgule, et l'affiliation à son organisation, et sur un autre bandeau qui est plus petit en taille, il n'y avait qu'influenceuse politique, et c'était une erreur de ne pas préciser dans cette version-là du bandeau son affiliation.